Ça parle vélo, ça parle cyclisme. Bienvenue les amis, bienvenue dans le 524e épisode du Coup Tordu. Il est attendu celui-ci, la Vuelta 2026, le dernier grand tour de cette année 2026. On est parti pour notre format habituel, 5 épisodes, 5 previews consacrés à cette Vuelta 2026. Alors je vous informe quand même que juste derrière, bien évidemment, on se retrouvera en quotidienne avec des previews pour toutes les étapes de la Vuelta. Mais là, on est parti sur notre format spécial grand tour dans le Coup Tordu. Chaque fois qu'il y a un grand tour qui se lance, il y a le format spécial avec un épisode. Donc cet épisode, 524e épisode du Coup Tordu, consacré au classement général et consacré au parcours, bien évidemment. Vous aurez un épisode derrière qui sera consacré aux électrons libres, cher aux joueurs de fantasy, notamment aux joueurs de Side Limit. Un épisode consacré au classement par points, un épisode consacré au classement des grimpeurs et un épisode également consacré au Team Classification. Le Coup Tordu, c'est un podcast totalement indépendant, des passionnés qui parlent aux passionnés. On est présent sur toutes les plateformes de podcast. Il y a bien évidemment la chaîne YouTube du Coup Tordu. Vous êtes presque 5000 sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Ça explose, ça part dans tous les sens. Et pour cette grande preview de la Vuelta 2026, la Dream Team du Coup Tordu avec le plus passionné des passionnés, Monsieur Thibaut alias Latib. Comment tu vas, mon Thibaut ? Ça va très bien, mais Vincent, j'ai une question à te poser. Pose-moi toutes les questions que tu veux, mon Thibaut. Tu vas faire des quotidiennes, des fois tu décroches peut-être tard à l'improviste. J'aimerais te mettre quand même cet élément avant, c'est que je suis totalement libre. Hormis les 2 samedis à venir, je suis totalement libre. Donc, peu importe l'heure, tu peux me déranger et ne pas faire les podcasts tout seul, car le peuple se le demande. Vas-tu continuer les podcasts tout seul sans nous ? Mais non, pas du tout. Non, c'est vrai que là, sur les 2 dernières semaines, j'avoue que c'était, mais vraiment, mes horaires, c'était à l'improviste de chez l'improviste. C'est-à-dire, je pouvais lancer un podcast à 23h30 comme à 20h10 et généralement, ça se décidait 2, 3, 4 minutes à l'avance. Donc voilà, je le dis pour tout le monde, c'est pas pour vous mettre des plans à tous les deux, à toi et Enzo. Bon les gars, là, mais là, comme on part en mode grand tour, on va être en mode régulier tous les jours, même heure quasiment. Donc voilà. Donc on se fait le Coup Tordu. La Vuelta en intégralité, mon Thibaut. Il y a absolument aucun souci. Non, c'était vraiment que j'étais à l'arrache. Je crois que j'en ai même fait un l'autre fois. Il était quasiment 1h du matin. Bref, les derniers jours, c'était du grand n'importe quoi. Il est posé tranquillement sur une plage en Grèce, mais il est présent pour ce podcast. Monsieur Enzo alias Phoenix est dans la place. Comment tu vas, Enzo ? Alors la plage c'était ce matin, là c'est la terrasse, mais la vie est tout ça, hein, donc pas à me plaindre. Écoute, ça va super bien reposé et très content de pouvoir encore être avec vous pour ce long numéro, j'imagine. Oui. D'ailleurs, les auditeurs, moi-même et Vincent, on te remercie pour tes prises de parole agrémentées de petits chants de cigales juste derrière toi. Oui. Vous les entendez, je suis désolé. Non, au contraire, c'est super, c'est top. Non, mais ça donne envie. Tu sais, il y a toi et les cigales, il y a moi et les chats, quelque part. J'ai des petits chats qui traînent aussi, là, je viens de les nourrir, là. On a un podcast animalier ici. Exactement, je vais aller chercher ma chatte aussi, la gavotte, comme ça, voilà, on va faire le Coup Tordu avec nos animaux domestiques. Thibaut, on va attaquer cet épisode. T'as réagi sur les réseaux sociaux, on a appris il y a 5 heures à peine que Joshua Tarling serait sur la start list de cette Vuelta 2026, donc on connaît tous un petit peu les circonstances. Il vient de perdre son petit frère dans des circonstances abominables la semaine dernière sur le Tour du Portugal. Donc toi, ça t'a fait réagir, Thibaut. Ça me fait réagir. Écoute, chacun a sa façon de faire son deuil. Si c'est sa façon de lui rendre hommage, bien à lui. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. C'est un grand résultat. Et je pense qu'on en parlera dès la preview de la première étape. Mais là, actuellement, honnêtement, le fait qu'il s'énonce, j'espère très sincèrement qu'il ira chercher un résultat sur cette Vuelta. Et même s'il n'y va pas, parce que la tête est ailleurs, l'important, il est ailleurs, c'est que il essaye de lui rendre cet hommage en prenant la route très vite fait. Donc moi, c'est tout ce que j'y vois, c'est un frère qui va continuer à avancer malgré en fait l'impensable. Enzo, on peut dire que pour Joshua Tarling sur cette Vuelta, le résultat finalement sera que très secondaire.
Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus à ce qu'a dit Thib. C'est son petit frère. On a tous, j'imagine, perdu quelqu'un qui nous était cher, mais j'ai eu, on va dire, la chance de pas perdre quelqu'un de plus jeune que moi. Mais je peux à peine imaginer ce que ça représente. Enfin, j'ai un petit frère, hein. Je pourrais pas, je sais pas. La force qu'il a, peut-être que c'est ça qui l'aide à tenir, à dire, bah, rester sur son vélo, à continuer. La vie doit continuer, c'est peut-être comme ça qu'il le voit. Honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai pas pu réagir de suite. Non pas que j'ai à réagir sur ce genre d'événement, mais c'est vrai que la nouvelle, moi, enfin, ça me dévaste. C'est horrible. La mort de quelqu'un, c'est toujours horrible, surtout quand il y a quelqu'un qui exerce sa passion, son métier. Mais là, un gamin de 19 ans, j'ai pas les mots. J'espère juste que Joshua va pouvoir continuer, que cette Vuelta va très bien se passer pour lui, peu importe le résultat, et que ça l'aide à aller de l'avant. Ah oui, c'est terrible. Bah, oui. Voilà, il y a d'autres histoires. On sait qu'Hugo Hull, par exemple, a été chercher une victoire sur le Tour de France. C'est ce qui l'a habité pendant des années et des années. Il avait eu aussi cette douleur de perdre un frangin. Mais voilà, Enzo, ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et voilà, puis je pense que évidemment, bah, comme tu le disais, hein, voilà, c'est toujours un peu, voilà, de toute façon, réagir sur l'émotion voilà, évidemment, dire qu'on est tout cœur avec Joshua Tarling, ça va relancer des débats de sécurité. À chaque fois, on se dit, bah, on espère que c'est la dernière fois, le fameux plus jamais ça. Et puis voilà, tous les un an et demi, 2 ans, on est rappelé à la dure réalité du. Non mais vas-y Thibaut. Ouais, pardon. Non, vas-y, finis. Non, vas-y. Non, mais en fait, comme le disait Enzo, en fait, on a tous perdu quelqu'un dans notre vie, que ce soit un parent éloigné ou proche, mais souvent plus vieux que nous. On a tous perdu en route, et depuis qu'on soit petit, adolescent ou même adulte, des amis. Mais faut dire que du côté de sa famille, et du côté de n'importe quelle famille, aucun parent ne devrait survivre à son enfant, et presque, j'ai envie de te dire, aucun grand frère n'aimerait survivre à son petit frère, parce que au final, nul ami ne vaut un frère. Oui, non, mais c'est sûr, on n'est pas du tout dans l'ordre des choses. Hein. C'est terrible. On va revenir à la course. Les amis, on va basculer sur cette Vuelta, bien évidemment. Bah, on suivra et on sera tous, bien évidemment, tous autant qu'on est derrière Joshua Tarling. Et qui veut prendre la main pour le parcours de cette Vuelta? Enzo, avec les cigales derrière, je te sens bien. Ah, on peut faire comme sur le Tour, on se fait une étape chacun peut. On se fait un ping-pong si tu veux. Alors, si tu veux. Alors, choisis ce que tu veux commencer, parce que la dernière fois, t'as pleuré que t'avais toutes les finales de sprint. Ouais, t'avais que le sprint. Tu sais, là, ça doit aller normalement. Non, mais si on fait une étape sur deux, ce qui est intéressant, c'est que toi, t'es la quatrième. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par la première. Comme ça, au moins, tu pourras nous parler de la quatrième. Ok. La première, on va commencer par un contre-la-montre assez court du côté de Monaco, dans les rues Monégasques, qui emprunte une grande partie du circuit automobile, mais pas que. Sur 9 km 400, j'ai compté 23 relances, en sachant qu'il y a une partie dans un parc où Google Street View n'a pas accès, le parc de Fontvieille, si je me trompe pas de nom, je le fais de mémoire. Du coup, on a 23 relances sur plus de 29 km, tu le remarques, hein, c'est plus d'une relance au kilomètre, c'est à peu près 2 relances par kilomètre. C'est énorme. Donc c'est pas forcément un chrono pour pur spécialiste, puisque des sprinters et des punchers peuvent être remis dans le jeu. C'est un chrono qui va être intéressant et qui ne va pas faire d'énormes écarts au classement général, mais qui va déjà établir une peut-être première petite hiérarchie sans être absolument définitif. Enzo? Yes. Deuxième étape, donc on s'élance de Monaco encore pour arriver à Manosque, et on va avoir une étape très vueltesque 2026, j'ai envie de dire, avec un terrain vallonné quasiment tout le temps. Ça va vraiment être la hantise des sprinters. J'ai pas encore regardé toute la liste des sprinters présents, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup de purs sprinters qui vont s'élancer sur la Vuelta, parce qu'il n'y aura pas trop d'occasion pour eux, les pauvres. Bref. Donc une étape c'est la plus longue étape, je crois, 214 km.
la deuxième. Arrivé à Manosque, accidenté tout du long et un final assez technique. On a dans les 5 derniers kilomètres, tu vas avoir pas mal de ronds-points, de virages à 90 degrés, de mobilier urbain qui vont réduire la chaussée. Donc ça risque d'être un peu tendu et le dernier kilomètre va afficher 4% de moyenne. Donc c'est pas exceptionnel, mais on peut avoir un top 3, top 5 assez surprenant à Manosque, à mon avis. Je rajouterais un petit élément, évidemment, avec le couple de ces 2 étapes, on le sait très bien au vu de la start list, Wout van Aert n'a pas caché ses ambitions d'être maillot rouge, et on a un autre coureur, et c'est surtout les 2 favoris de cette deuxième étape. Faudra sans doute choisir entre les deux. Mats Pedersen qui a annoncé venir pour une victoire d'étape et surtout all-in cette étape. Ouais, puis ça ressemble beaucoup au Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ou le Tour de la Provence, où notre ami Mats Pedersen a très très souvent brillé. Troisième étape, Thibaut ? Troisième étape, on va pas se prier puisque la montagne va rentrer très vite dans le jeu avec la France et Font-Romeu qu'on connaît comme étant une arrière-base, que ce soit de formation et de stage en altitude. C'est une montée qui va être assez longue mais pas très pentue. Donc là, on peut quand même se poser la question entre JCD et échappée. Qui aura le maillot rouge, qui voudra laisser filer, est-ce que Tadej Pogačar voudra essayer de gagner une arrivée qui, semble-t-il, pourrait quand même être un peu plus groupée au sein des leaders que de faire de véritables différences dès le début de cette entame de troisième étape. Quatrième, là on rigole plus déjà. Donc une étape exclusivement en Andorre ou quasi exclusivement en Andorre. J'ai l'impression qu'ils empruntent un petit tronçon de route en France, mais c'est du plat. Ça sera le seul tronçon de plat d'ailleurs. La quatrième. Alors le seul truc qui est chiant, c'est qu'elle fait 104 km. Je trouve ça un peu nul, personnellement. Une étape de grand tour comme ça, qui fait 100 km, c'est pas fou, mais ça va faire que monter-descendre. Et ça va monter dès le départ, avec le col, c'est Envalira, je crois. C'est ça, ouais. Au niveau de la prononciation, je suis désolé. T'as 25 bornes de montée, alors c'est pas hyper pentu, mais 25 bornes de montée au départ, ça peut faire tout drôle. Et en fait, ça va juste faire que monter, descendre. T'as 4 ascensions répertoriées. La dernière va pas être la plus compliquée, ce sera même la plus simple et la plus courte. Et pour un final en descente. Selon ce qui se sera passé sur les 3 premières étapes, on peut imaginer qu'une échappée Ayubu ici, avec un maillot rouge surprise qui rentrerait dans le top 10, et pourquoi pas rester dans le top 10 jusqu'au bout. On sait que sur la Vuelta, c'est arrivé quand même régulièrement. L'année dernière, on a eu Trahen, je crois, qui fait 9e au final. L'année d'avant, t'as O'Connor, qui fait 2e de la Vuelta, grâce à une échappée où on le laisser reprendre 6 ou 7 minutes. Cette étape-là, pour les baroudeurs qui visaient pas forcément le général à la base, ça peut être une étape à cocher. Thibaut, la 5e. La 5e, on est sur un territoire assez éclectique, puisque si on finit par du plat, on commence par du plat. On a à l'approche du final un enchaînement de petites bosses qui peuvent te remettre dans le jeu des punchers ambitieux, et la question ce sera de savoir échapper ou peloton avec des attaques dans le peloton, une maîtrise dans le peloton, une envie de faire sauter quelques sprinters. On peut se poser la question. Cette étape est assez ouverte. Semble-t-il, en fonction de ce qui se sera passé la veille, on peut se diriger vers peut-être une maîtrise du peloton, et notamment via les Visma Lease Bike pour soit une double chance avec Wout van Aert et Mathieu Brennan. Enzo, la 6e étape de la montagne avec un petit peu de gravel. Ouais, là, je pense que la 6e, à titre personnel, c'est une de mes préférées. Je la trouve très bien tracée, vallonnée dès le départ, puis vallonnée encore sur la fin, avec en point d'orgue la double ascension de l'Alto del Desierto dans les 50 derniers kilomètres. Et lors de la deuxième ascension, les coureurs vont bifurquer pour aller chercher la portion qui s'appelle El Bartolo. Et on aura 3 km à 11% de moyenne dans le final. Et c'est ici que le gravel va entrer en action, sur une chaussée en plus très étroite. Et le truc qui est bien sur cette étape, et avec cette ascension d'El Bartolo, c'est que c'est pas là que l'arrivée sera jugée, mais il restera une vingtaine de kilomètres à parcourir. Donc on peut imaginer des attaques dans cette ascension et une belle petite course-poursuite
entre la descente et les quelques kilomètres de plat qui resteront avant l'arrivée. Voilà. Et maintenant que Enzo a posé les deux éléments clés, on va pouvoir aussi se poser la question dès maintenant. Je t'anticipe, Vincent, je suis désolé. Est-ce que Tadej Pogačar va plier l'étape à Andorre ou est-ce qu'il la pliera sur cette 6e étape? Ou la 7e, Thibaut. Je te laisse la main sur la 7e. Ou la 7e, la 7e c'est pareil. Hein. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme Font-Romeu, c'est une étape arrivée au sommet, longue, qui monte, mais on va dire peut-être assez légère. Donc à savoir, je pense que ça se jouera très clairement avant. Si Tadej Pogačar veut tuer la course, il la tuera et selon moi, peut-être pas en Andorre, mais à coup sûr la 6e étape. Enzo, la 8e, on va dire un sprint, mais un sprint très Vuelta, quoi. Faudra aller le chercher quand même, quoi, tu vois. Ouais. Non, moi, en vrai, je pense que je trouve ça un petit peu abusé ce qu'ils leur ont fait cette année. Alors, la Vuelta, ça n'a jamais été vraiment le paradis des sprinteurs, on est d'accord. Là, le coup de leur faire une étape quand même très simple, enfin relativement simple sur 140 bornes et leur placer une ascension de 5 bornes à 5% à moins de 30 km de l'arrivée, c'est un peu vache. Alors, 5 bornes à 5%, on va dire que ça reste dans l'ordre du faisable pour quand même beaucoup de sprinteurs polyvalents. Les purs sprinteurs, ils vont sauter s'il y en a. Mais bon. Après, ça peut nous donner un scénario comme on avait eu l'année dernière sur le Giro, sur les premières étapes où Lidl Trek faisait le forcing sur les étapes en Albanie. Ouais, c'est ça, en Albanie. On est un peu dans ce style-là, quoi. C'est simple au début, puis d'un seul coup, ils leur mettent un gros taquet. Il suffit qu'une équipe ou deux fasse le forcing, et tu te retrouves avec un peloton de 70 coureurs qui basculent et des sprinters polyvalents qui se jouent la victoire. On devrait avoir un nouveau duel Van Aert Pedersen et encore. Peut-être Groves. Brennan, ça me semble peut-être un peu dur pour lui, selon le rythme que Lidl mettra, j'imagine. Mais ouais, pour moi, c'est un nouveau duel Van Aert Pedersen. Thibaut, 9e étape, nouvelle arrivée au sommet. Premier, on va dire, très gros rendez-vous pour clôturer en fait cette première semaine avec l'Alto d'Aitana à Costa Blanca, une très longue montée, quasiment 22 km, 5,8%. Donc déjà, on cause un peu plus. Et puis les 7 derniers à peu près presque à 8%. Donc ça va taper et c'est là où très clairement le Slovène va entériner la concurrence et puis après ça va se battre très clairement pour le podium. La 10e étape, Enzo, donc il y aura une journée de repos et on sera de retour avec une 10e étape qui est pas si simple que ça. Non, là on est sur une pure étape pour Baroudeur. Hein. Trop simple pour les leaders, trop difficile pour les vrais sprinteurs. Ça fleure bon l'échappée fleuve avec un final qui risque d'être un peu tactique parce que t'as une difficulté répertoriée placée à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, mais surtout t'as quand même les 30 derniers kilomètres qui vont être en dents de scie tout le temps. Les coureurs seront toujours en prise, soit en montée, soit en descente. La route va être sinueuse. Ça pourrait se révéler très tactique. C'est une des étapes qui devrait être les plus intéressantes de la Vuelta. Honnêtement, quand tu regardes un peu le tracé en général, je suis pas certain que toutes les arrivées au sommet soient les plus intéressantes, surtout si Pogačar décide de faire une radia. Mais toutes les étapes, on va dire, de transition ou accidentées, c'est là où on va avoir un petit peu de fun, je pense. Thibaut, la 11e étape, ça peut passer pour les sprinteurs, mais encore une fois, les organisateurs sont pas très sympas avec eux. Ouais, parce qu'on met encore une difficulté à l'approche du final, longue, à 4,5% pour essayer de les mettre hors de touche. Bon, de toute façon, les sprinteurs sprinteurs purs qui ont fait le déplacement, il y en a pas. C'est majoritairement des sprinteurs polyvalents, ça les dérangera pas. Par contre, point de détail important, et là on va parler règlement. Le règlement offre 20 points aux vainqueurs d'étapes sur les chronos, sur les étapes de montagne. 30 points sur les étapes de transition et 50 points sur les étapes jugées en sprint. Eh bien, cette 11e étape fera partie de ces deux étapes à 50 points. Donc, tu le vois, le barème quand même est relativement assez resserré. C'est un barème Vuelta assez traditionnel et je pense que ça va fortement influencer le vainqueur ou l'un des grands favoris
de ce classement, puisque on sait, la Vuelta a tendance à couronner aussi le maillot rouge comme ou au moins un prétendant au podium comme un vainqueur du maillot vert. Enzo, la 12e étape, retour au sommet, j'ai envie de dire. Ouais, là on va grimper fort, 166 km et 4500 mètres de dénivelé positif, 5 ascensions répertoriées. Ça va piquer dans les jambes, surtout que ça va grimper quand même dès le départ, alors avec l'ascension la plus simple de la journée, mais tu n'auras jamais vraiment de temps mort. On est vraiment dans une étape type de ce que la Vuelta 2026 va proposer, avec l'enchaînement Alto de Vellifique, Calar Alto dans le final, que je trouve personnellement pas incroyable placé de cette manière. L'Alto de Vellifique, je suis pas certain qu'on puisse y voir de mouvement dedans, ça va servir surtout à mon avis à fatiguer un peu les jambes. Calar Alto, c'est les 5-6 premiers kilomètres qui vont être les plus difficiles, à 9% de moyenne, donc ça fait vraiment mal. Mais après, le reste de la montée, on est quand même sur quelque chose d'accessible. On va avoir 12 bornes qui vont être à moins de 4% de moyenne. Beaucoup de relances, très peu de forts pourcentages ensuite. Mais si des grosses différences doivent être faites, on peut imaginer un rythme très élevé au pied pour faire sauter des coureurs. Et après, on sait que quand tu dois pouvoir remettre un peu de braquet sur des pentes un peu plus douces, entre guillemets, ça peut être compliqué. Donc, voilà. Thibaut, 13e étape, j'ai envie de dire, sauf gros vent de face, ça semble quand même bien taillé pour les baroudeurs. Eh ben, tu m'ôtes les mots de la bouche, puisque j'allais te dire, traditionnellement sur la Vuelta, et Enzo l'a expliqué dans sa preview, donc je vous incite à aller voir l'article The Big Gear, qui l'expose parfaitement. On fait de la pub entre nous, c'est trop bien. En général, sur la Vuelta, il fait bon d'être baroudeur, et le profil de cette étape en est la parfaite illustration. 14e étape, Enzo. On va encore une fois retrouver l'une de ces 7 arrivées au sommet. On va partir de Raen, là où il y a la fameuse classique, mais par contre, bon, c'est dommage, il n'y aura pas de gravel sur la première partie. Non, voilà, il y aura juste le nom. Ouais, dommage. Mais non, on n'a rien à voir avec la classique de Raen en début de saison là-dessus. On a une arrivée à la Sierra de la Pandera, donc un retour d'une ascension qu'on a vue pour la dernière fois en 2022 de mémoire, où Carapaz s'était imposé issu de l'échappée. L'ascension est quand même plutôt difficile, hein. Là on est sur une vraie arrivée au sommet, quelque chose qui fait mal aux jambes. En tout, on est sur 12 km à 7% un peu plus de 7% de moyenne, avec vers le final une grosse portion de 2-3 km à près de 12%. Donc ça va taper fort. Ici, en 2022, Evenepoel avait perdu un peu de temps, une cinquantaine de secondes sur Roglic. Après, de mémoire, je crois qu'il était tombé la veille ou l'avant-veille. Enfin, il y avait eu un truc qui expliquait la contre-performance. Mais voilà, donc honnêtement, quand tu regardes le profil de l'étape, accidenté de bout en bout, mais ça devrait se résumer, comme bien souvent sur la Vuelta, à une course de côte. Thibaut, la 15e étape, comme tu le disais, sur la Vuelta, il fait bon être baroudeur. Exactement, et bah là on repart de plus belle avec une étape, on va dire toboggan, pour clôturer cette deuxième semaine et se diriger tout droit vers la journée de repos. Donc j'en connais un qui se frotte les mains et qui s'appelle Tadej Pogačar, puisque bon, visiblement certaines journées devraient quand même lui permettre de bien se reposer. Comme la 16e étape, Enzo, alors est-ce que celle-ci, au niveau des sprints, elle fait partie des 2 étapes à 50 points ? Oui. Oui, c'est la deuxième. Oui, parce que là, on n'a pas de difficulté répertoriée sur celle-là. Alors, je vais te corriger. Ouais. Non, je vais te corriger quand même. La deuxième étape à 50 points. La seconde c'est la 17. C'est la 17. Celle-ci est d'accord. à la 17. Ah, d'accord, mais attends, celle-ci, il n'y a pas de grimpeur. Ouais, mais il y a des ponts d'autoroute. Si tu regardes bien le profil, il y a quelques petits ponts d'autoroute. Non, mais ils sont fous. C'est pas ça, non, mais ouais, moi, elle est en dénivelé négatif, cette étape. Ils sont malades. C'est pour ça que j'ai dit, après avoir regardé un peu plus en profondeur le tracé de la Vuelta, il y a 2 mots qui viennent en tête, difficile et rigolo. Ouais. Et là, clairement, une étape rigolote. Ouais. Où c'est littéralement, je pense, la deuxième étape la plus simple avant la 17e, qui elle sera la plus simple. Et là où les vrais sprinteurs auront une vraie chance,
Parce que, ok, il y a pas, même s'il y a un petit peu de dénivelé au départ, on a quand même les 90 derniers kilomètres de la course où il y a quasiment rien, hein. Donc, normalement, sauf catastrophe, si des équipes décident de contrôler au départ pour se la jouer au sprint, ça doit arriver au sprint. Là, il n'y a pas grand chose à raconter sur cette étape. Je suis pas encore allé voir le final. Je sais pas si c'est technique. Je sais pas s'il y a des points d'attention à relever. Donc, je vais pas m'avancer là-dessus pour l'instant. Mais à la vue du profil, on est sur une étape pour sprinter. 17e étape, Thibaut, un peu la même, et on va dire que en dehors du sprint, hein, l'un des intérêts de l'étape, ça sera le décor, les paysages arrivés à Séville, dans l'une des plus belles villes d'Europe. Ouais, et puis les décors peut-être environnants où les routes andalouses et notamment ces lignes droites peuvent offrir des potentielles bordures. Thibaut va sortir sa top, ça fait plaisir. Non, je sais pas si je la sortirai, mais au moins c'est peut-être le deuxième intérêt de cette étape. Alors vous remarquerez, quand on dit un gros mot dans le podcast, ça te fait sur Apple Podcast, hein, ceux qui écoutent sur Apple Podcast, il y a un petit E en fait qui apparaît, qui veut dire explicite. Voilà. Alors je sais pas si on dit, tu vois, si tu dis ma top, si ça bordure pas, je sais pas si on a le petit E, tu vois. Voilà. Si on dit Thibaut ma bite, si ça bordure pas, là par contre il y a le petit E. Ça signale par exemple que voilà, il y a un gros mot. Alors on le calcule pas, on le fait pas exprès, c'est pas nous qui le régulons. Apparemment c'est un truc automatique d'Apple Podcast qui détecte un peu quand il y a des gros mots ou quand il y a des gros mots ou pas. Donc l'explication des petits E sur les podcasts. Donc la 17e étape, voilà, ça sera peut-être une étape interdite aux plus jeunes. 18e étape, Enzo, le deuxième contre-la-montre de cette Vuelta. Yes, le deuxième, et j'ai envie de dire le seul vrai contre-la-montre de cette Vuelta. Personnellement, le contre-la-montre d'ouverture me plaît pas du tout. J'en vois pas l'intérêt sportif. J'imagine juste que Monaco a dû lâcher un énorme billet pour avoir le départ et l'arrivée de l'étape chez eux, et c'est tout. Donc voilà. Là, on a 32 km, donc on arrive sur quelque chose d'intéressant, un minimum, même si en dessous de 40 km, je considère que c'est pas un contre-la-montre digne d'un grand tour. Voilà. Mais 32 km, on donne une petite gommette pour l'effort. On est sur un parcours qui va être relativement plat. Je dis relativement parce qu'on va quand même avoir deux petites bosses de même pas 1 km à 4%, donc ça va se passer sur l'élan. Pour les professionnels, c'est rien du tout. Et surtout, on a quand même de gros bouts droits qui vont permettre d'envoyer des watts. Et c'est plutôt pas mal. On se souvient sur le Giro, ce qu'avait proposé le Giro, avec un contre-la-montre tout plat de 42 km. Et quand tu vois le dénivelé positif de la Vuelta, donc on rappelle quand même qu'il y a presque 58 000 mètres de dénivelé positif sur les 3 semaines, ce qui en fait le grand tour cette année le plus montagneux. Alors on l'a vu, hein, beaucoup de dénivelé quand même situé sur les étapes de transition. Hein, c'est pas que des grosses montées au sommet. Il y a quand même beaucoup de dénivelé qui est placé en plein milieu des étapes. Donc, mais ça reste un grand tour difficile. Mais avec autant de dénivelé positif, je trouve que c'est quand même bien d'avoir un long contre-la-montre plat, histoire de permettre de contrebalancer et de permettre aux meilleurs rouleurs, moins bons grimpeurs, de prendre du temps ici pour ensuite se la jouer en montagne. Voilà. Le seul problème que j'ai un peu avec ce contre-la-montre, c'est son positionnement. Je trouve qu'il arrive un petit peu tard. Parce que tu as quand même beaucoup de montagnes avant. Alors, l'étape Rennes n'est pas encore passée. Mais en 18e étape, mettre ce contre-la-montre, je trouve que c'est un petit peu tard. C'est dommage. C'est le seul truc que j'aurais vraiment à lui reprocher. Parce qu'autrement, on est sur un tracé pour spécialistes. Un tracé où un gars comme Félix Gall risque de perdre beaucoup de temps risque de perdre du temps sur des meilleurs rouleurs. Mais Pogačar en dehors de l'équation, il compte pas lui. Hein. Mais je trouve ça juste dommage parce que en fait quand tu le mets en 18e étape, on peut se retrouver avec une course d'attente avant. OK ? Si tu le mets plus tôt, les grimpeurs qui auront perdu du temps sur le contre-la-montre savent exactement OK, voilà, j'ai 1 minute 30, 1 minute 45 à récupérer. Chaque étape de montagne, faut que j'envoie du bois. Là, les mecs, ils vont se dire on attend et ils risquent de tout mettre ou pas sur la 20e qui sera l'étape Rennes. On en parlera plus tard. C'est voilà. Peut-être que a priori j'ai tort, mais c'est le sentiment que ça me donne. Thibaut, la 20e étape, on peut le dire, l'étape Rennes de cette Vuelta 2026. On en 19 d'abord, 19. Ah ouais, la 19. La 19, ouais. Justement, j'allais rebondir sur ce point, tu vois, en choisissant l'ordre,
je n'ai pas fait exprès, j'ai laissé toutes les meilleures étapes à Enzo. Fuck. Je t'ai laissé le choix là. Là, je t'ai laissé le choix. Je suis désolé. Oui, on va rentrer dans la montagne, encore avec une longue montée, pas la plus dure, mais en troisième semaine, ça fait des différences. Et quand tu connais les grimpeurs patentés qu'on a, ça va y aller. Là, la question, c'est est-ce qu'on essaye de profiter aussi, et on le sait, des faiblesses de certains pour aller chercher un potentiel résultat et mettre en difficulté certains dans certaines descentes. Peut-être qu'on attendra le lendemain. Peut-être qu'on le fera enfin, puisqu'on l'attendait sur le Giro. Et là, je pense que tu sais de qui je parle, de Félix Gall, qui reste le grand favori pour la deuxième place. Face à lui, il risque d'avoir des concurrents qui sont peut-être un peu moins timorés, parce que sur ce type d'étape, un Richard Carapaz risque d'être fortement intenable. Et donc Enzo, la 20e étape, voilà, on y vient, la fameuse étape reine de cette Vuelta. Ouais, donc on a appris la semaine dernière que le parcours a dû être changé avec le retrait de l'Alto des Hazayanas à cause de, alors je sais plus ce qu'il y avait eu, des coulées de boue. Je sais plus si c'était des travaux ou des intempéries. Oui, voilà, des coulées de boue, c'est ça. En fait, la route n'est pas praticable. Du coup, ils ont dû remplacer. Il y aura une double ascension à la place de l'Alto, du Puerto El Purche. Pardon pour la prononciation, encore une fois. C'est un peu moins difficile, mais c'est pas simple non plus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et surtout, les 70 derniers kilomètres, t'as pas un mètre de plat. Ça va faire que monter, descendre. Et les descentes sont pas simples du tout. Donc, si ça décide d'envoyer du bois, ce que les gars n'ont pas fait sur le Giro, à tort à mon avis, quand tu vois comment Félix Gall était supérieur aux autres en montagne, là ça peut, il y a moyen. Et puis on sait sur la Vuelta les étapes comme ça un petit peu en dents de scie avec des gros cols, des grosses ascensions, pas spécialement très longues, mais avec des portions très 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 pentues, ça peut donner lieu à de grosses surprises. Encore une fois, pas pour la gagne, parce que à part le bitume, Pogačar n'a pas d'adversaire, mais pour le podium, c'est beaucoup plus ouvert et on pourrait voir des gars tenter quelque chose dans les descentes s'ils ne les tentent pas dans les ascensions. Thibaut, on va basculer sur la dernière étape et on a envie de dire l'étape de Montmartre, ça fait, on va dire, ça donne des idées aux organisateurs de Grand Tour, parce qu'on aura pour un final de Grand Tour, on aura une étape assez atypique dans les rues de Grenade. Oui, quand tu parlais de chier à la gueule des sprinters, c'est typiquement le cas avec une réplique, on va dire, du circuit de Montmartre, avec une difficulté qui va rendre un peu potentiellement aussi excitant cette dernière étape de clôture, puisque on le sait, on a des joueurs dans le peloton sur ce type de circuit. On l'a vu du côté de Paris. C'était vraiment à couteau tiré et ils en ont tiré la quintessence de ce circuit parisien. Je pense qu'il faut plus qu'ils changent, ou au moins s'ils revont sur cette formule durcie, qu'ils gardent celle-ci, puis après qui donne un peu de beaux moqueurs aux sprinters, mais là on est sur le même type de tracé. Ouais, puis alors autour de l'Alhambra, ça va être incroyable. Les décors, ça va être incroyable. Ça va être super. Non mais ça va être dingue. Moi, alors, honnêtement, ça paraît, c'est une des étapes où je trouve que c'est masterclass. Le tracé de cette étape, c'est top ce qu'ils ont fait. Ça change des sprints un peu à la con. Même si je comprends, il en faut, surtout quand il n'y en a pas du tout sur un grand tour. Mais malheureusement pour les sprinters, c'est une des étapes que je trouve les mieux tracées. Par contre, pour tout le monde, je trouve que c'est dommage parce que là, on est sur une côte plus difficile et plus longue que Montmartre. Et en fait, Pogačar aura juste pas d'adversaire là-dessus. 2 km à 6,7% de moyenne. S'il décide d'envoyer du bois, il n'y a pas de Van Der Poel pour suivre, il y a personne, quoi. Ouais. À moins d'un Wout van Aert dans un immense jour et un Poggi un peu diminué, effectivement, ça peut paraître un petit peu compliqué. Thibaut, je vais revenir sur la grande preview qu'on avait faite sur le dernier Tour de France, où voilà, quand on a un ultra méga favori, parce que je vais pas vous demander si Pogačar va gagner cette Vuelta, on va basculer tout de suite et on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous poser la même question que je vous ai posée. C'était sur la preview du Tour de France, où Thibaut t'a sorti le plan des UAE au cordeau.
c'est-à-dire l'idée c'était d'écraser la course le plus vite possible, éventuellement laisser un Kidam récupérer le maillot jaune tout en pouvant continuer à de l'arrière écraser la concurrence. Exactement ce qui s'est passé, donc victoire au Tourmalet pour Tadej, ensuite ce qui s'est passé avec Thorsten Strahen qui a récupéré le maillot jaune, ensuite un contrôle, on fait croquer quand on a envie de faire croquer, on essaye de faire croquer un peu les équipiers de temps à autre, et on consacre la dernière semaine à visser Isaac Del Toro sur le podium du Tour de France et lui assurer le maillot blanc. Donc reprenez quand même cette étape ce podcast du Tour de France. C'était assez compliqué de trouver meilleur scénario pour les UAE. Donc Thibaut, vu que tu as eu tout bon, vu que c'était 20 sur 20 pour le Tour de France, je te pose la question, t'es Tadej Pogačar, comment tu scénarises cette Vuelta, sachant qu'il a un gros objectif aussi juste derrière, ça sera d'aller garder son titre de champion du monde au Canada. Comment je le scénarise? Je le scénarise sachant que j'ai pas couru depuis le Tour de France. Je me suis certes reposé, un peu entraîné, je me suis remis en condition, mais faut quand même avoir une petite condition, mais pas s'épuiser sur cette Vuelta, qui mine de rien offre quand même pas mal de dénivelé positif. Donc je pense que la première semaine, c'est, on va dire, de la gestion mesurée, où on va choisir ces événements pour marteler le tour, le tuer direct, et laisser un peu les adversaires faire le reste, et certaines étapes les choisir en deuxième et en troisième semaine pour, on va dire, faire ces petites exos de préparation sans plus forcer que ça. Dans le pire des cas, les autres équipes feront le jeu de mon équipe pour reposer aussi mes éléments. Comment tu le vois, toi, Enzo? À peu près dans le même style. Là, lui, il va voir ces 3 semaines en Espagne comme un camp d'entraînement. Désolé pour les adversaires, c'est pas respectueux, mais c'est comme ça. Tu regardes le parcours de Montréal et tu vas essayer de trouver les étapes de la Vuelta où tu peux avoir des côtes qui vont ressembler à ce qu'il va devoir se taper. Le mec va faire ses exos. De temps en temps, aller gagner une étape de montagne parce que ça reste Pogačar, faut pas abuser. Mais il mettra pas son équipe à la planche tout le temps pour faire des démonstrations de force. Il en a rien à foutre. Il y a personne. Enfin, je suis désolé, hein. Mais regarde ce qui s'est passé sur le Tour de France. À partir du moment où Vingegaard a abandonné, tu sens que Pogačar, il dit, je fais ce que je veux maintenant. Donc, comme quoi, il avait quand même un minimum de respect encore pour Vingegaard dans la course, même s'il lui avait déjà mis, je sais plus, 3 ou 4 minutes. Mais pour le reste, si Vingegaard n'est pas là, même Evenepoel, il lui disait, mais vas-y, roule, c'est pas grave, pars, je t'emmène même gagner une étape si tu veux. Viens, reste dans la roue. Là, t'as Gall, t'as Hanley, il va pas les calculer. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça, il va pas les calculer. Lui, il va se faire sa course, ses exos, gagner son étape quand il veut la gagner. Mais par contre, je pense pas qu'on sera sur une démonstration avec 8 victoires d'étape non plus. Il n'a pas d'intérêt à faire ça. Parce qu'il reviendra peut-être jamais sur la Vuelta, donc on n'a rien à foutre. Il va surtout offrir en fait des cadeaux à ses coéquipiers. Ouais, mais après, par contre, le voir bosser comme il a bossé pour Del Toro, ça j'y crois pas. Non, parce qu'il a aucun intérêt à le faire. Quand je parle de cadeaux, quand je parle de cadeaux, je parle pas de rouler. Exact, des Jevine, des Pavel Sivakov, oui, Kevin Vermaak, peut-être plus des Pavel Sivakov que des Kevin Vermaak, mais alors Sivakov s'en va. Ouais, mais ils s'entendent super bien. C'est pas parce que Sivakov s'en va que la relation n'est pas bonne. Généralement, ils sont assez respectueux des contrats quand même chez UAE. Et j'ai l'impression quand même que Machin et Gianetti essayent quand même de faire en sorte que ça se passe bien jusqu'à la fin. Ouais, non, puis même pas de mauvais retour. Honnêtement, c'est pas comme si Sivakov ça avait été un élément modèle pour Tadej Pogačar. C'est pas comme si aussi ça avait été un élément moteur pour son premier titre de champion du monde. On va le rappeler. Ouais. donc honnêtement, s'il peut lui rendre, s'il peut lui offrir un dernier cadeau avant son départ, je pense qu'il peut lui donner un très gros ticket de sortie pour aller chercher un succès sur la Vuelta. Encore une fois, c'est la Vuelta. Je pense sincèrement qu'il s'en fout et que c'est juste une case à cocher dans son palmarès. Je pense sincèrement qu'il le voit comme ça. Et si ça partait pas de Monaco, je pense même pas qu'il partait cette année. Oui, comme a dit Jackie Durand, qui m'a fait beaucoup rire sur Eurosport, ça permet d'économiser les frais de transport. C'était très bonne vanne. Il a pu passer quasiment un mois à la maison en fait. Ah ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il a pu rester tranquille chez lui. Puis on va quand même remettre en perspective à partir du moment où c'était marqué que ce serait un départ à Monaco, sa venue était actée. Quand tu regardes son calendrier, il a très peu de jours de course avant le Tour de France. C'est très clairement en fait un calendrier, au-delà de viser les monuments, un calendrier pour enchaîner 2 grands tours, à savoir le Tour de France et la Vuelta. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr.
Mais ouais, après Andorre, je pense vraiment pas qu'à Andorre il va plier la course. Il va attaquer, il va prendre du temps, mais je pense pas qu'on soit sur un truc contrôlé par UAE avec Pogačar qui gagne avec 2 ou 3 minutes d'avance. Il va prendre du temps. En fait, je le vois vraiment plus prendre du temps au fur et à mesure sur des étapes bien spécifiques pour faire ses exos. En fait, il va même pas regarder la concurrence, lui, il va faire ses exos et prendre du temps parce que il y aura personne qui pourra le suivre. Son principal adversaire en montagne, si on se réfère à la saison qu'on a vue, ça devrait être Gall, d'accord? Gall qui a rien pu faire contre Vingegaard, et Vingegaard qui était complètement sous l'eau face à Pogačar au Tour de France. Il n'a pas d'adversaire, c'est terrible, mais c'est comme ça. En fait, pour le général, ça va être chiant. En tout cas, pour la première place, il n'y a même pas une once d'espoir. On pouvait peut-être se poser la question, et encore sur le Tour de France, mais sur la Vuelta, il n'y a même pas une once d'espoir. Si on fait cette Vuelta 100 fois, mais à part une chute, il n'y a rien qui l'arrête. Impondérable. Non. 100 fois, il a gagné. Ouais, corrigeons la phrase d'Enzo. C'est même pas une chute. C'est parce que c'est une blessure qui le force à abandonner. Il a une marge telle sur ses adversaires que une crevaison, ça n'a aucune influence. Sur les cas, il revient sur le peloton. Au pire, il perd du temps. Mais on parle pas de secondes de marge qu'il a. On parle de près de 6-8 minutes. Et encore, j'ai même pas voulu dire 10 minutes. Mais il a vraiment 10 minutes de marge. Regarde ce qu'il a mis à Evenepoel en étant en dilettante sur les 10 derniers jours. Evenepoel, qui a ses meilleurs chiffres en carrière. Il a 6 minutes de marche sur un Jonas Vingegaard. Donc, sur un Félix Gall. Il a des dizaines de minutes de retard. Donc, une chute, il a largement la marge, même suivant la gravité, parce qu'il est tellement une jambe au-dessus de la concurrence que même blessé, il arrive à être au-dessus. Il nous l'a montré l'année dernière. Ouais. Donc, honnêtement, non, à part il a un abandon de marge, c'est tout. Alors, et l'abandon, il est arrivé quand, à part sa blessure sur Liège-Bastogne-Liège en 2023? Bah justement, il va bien arriver à nouveau un jour. Il vient de re-signer jusqu'en 2032 chez UAE. Je serais très surpris qu'il n'y ait plus d'abandon jusqu'à la fin de sa carrière. Tu sais quoi? Statistiquement, ça peut arriver. Il le gagne 99 fois. Voilà. Thibaut? Non, mais Vincent, allez, on va mettre le 1% d'abandon, mais si on est logique, il le gagne 100% du temps. De toute façon, dans tous les cas, c'est clair et net, c'est le Vuelta. Et on va exclure. Et je vais même pas dire incident, parce que incident, il a tellement de marge que ça ne compte absolument pas. C'est un incident, n'a aucune incidence. Oui, non, bien sûr. On parle vraiment de... Et même un jour sans, c'est pas grave. Ouais. C'est sauf à Bordon, Tadej Pogačar a 100% de chance de remporter cette Vuelta. Donc voilà, donc les cotes à indice, alors je le redis, jouer avec excès comporte des risques. Les jeux d'argent interdits aux mineurs, j'insiste bien là-dessus. Le lien de l'épisode, vous avez dans le lien de l'épisode le numéro de téléphone de joueurs info service. Je reviens pas sur le PLT que je vous avais donné, c'était lors de la preview de la première étape de l'Arctic of Norway. Donc voilà, donc du 1,16 pour Tadej Pogačar, il y a du 1,16, du 1,11, enfin qui traîne un petit peu partout. C'est bien évidemment, je rappelle que le jeu, pour ceux qui font des paris, le jeu c'est de battre la cote. Donc quand un événement a 99 chances sur 100 de se produire, ou 98, et que vous avez une cote à 1,16, forcément vous êtes valu. Alors c'est pas une grosse cote, mais bon, rajouter dans un petit combiné, un petit truc, c'est voilà, ça fait, on va dire que ça fait grossir les cotes. Thibaut, Enzo, on va sortir un petit peu Tadej Pogačar du jeu, on va chercher un petit peu à savoir ce qui se passe derrière, parce que le scénario le plus probable dans la tête des mecs qui vont chercher à jouer le podium, c'est de se dire on va essayer de faire comme si Pogačar n'existait pas sur cette Vuelta, et on va jouer crânement notre chance entre nous. Enzo, toi, ton podium un peu logique, qu'est-ce que tu vois derrière Tadej? Moi, en deuxième, je mets Henry, et en troisième, Gall. Parce que, je m'explique. Si on regarde la saison au complet, la logique voudrait que Gall soit au-dessus des autres. Mais moi, le bémol, je le mets vraiment sur Ronny, et je dis aujourd'hui, je me suis trompé sur le garçon. Je le pensais pas aussi fort. Et cette année, avec tous les pépins qu'il a eu, je pense sincèrement qu'il a pas eu l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent, et que sur la Vuelta, il va être très surprenant. J'en suis vraiment persuadé. Je me suis trompé sur le profil du coureur, mais je pense vraiment qu'il va surprendre et qu'il sera plus fort que Gall en montagne. Thibaut, comment tu vois l'histoire, toi? Je vois la même chose avec le deuxième, à savoir Oscar Onley. On sait aussi, si tu as écouté Bistro Vélo et
bon, Colin Bourgeat s'entraîne quand même du côté de Nice. Il a de très bons rapports avec certains coureurs qui sont coéquipiers d'Oscar Hindley, et déjà avant même sa rentrée, Oscar Hindley affichait de très bons chiffres, et ils attendaient une très bonne Vuelta de sa part. Quand tu vois son Tour de France, quand tu vois sa rentrée, qui mine de rien est plutôt rassurante, même si il s'est pris une petite claque à un moment par Félix Gall. Félix Gall, lui, il tourne vraiment très bien cette saison. Donc Félix Gall va être au rendez-vous, oui, mais Oscar Hindley va faire que monter. Et pour le coup, il trouve un territoire vraiment à sa mesure. J'aurais placé Félix Gall en 3e jusqu'à ce que je lise à peu près et je fasse le tour de toutes les équipes. Et je m'attendais vraiment à voir un Richard Carapaz en chasseur d'étape, sauf que Richard Carapaz a dit qu'il visait un classement général. Il visait à être sur le podium du côté de Grenade, et même il est bien optimiste, notre ami, puisqu'il parlait de victoire. Donc ça implique un Richard Carapaz qui va être très incisif. Donc tout l'intérêt pour, j'ai envie de te dire, Tadej Pogačar, de tuer le plus vite possible le classement général face à Carapaz, parce que tu sais que Carapaz, lui, plus les semaines vont avancer, plus les jours vont arriver, plus les jours décisifs vont s'approcher, plus il va être incisif, dangereux, il va être épuisant. Il va être épuisant parce qu'il va te donner la victoire. Et un Carapaz version Giro 2025, c'est le feu, hein. Non, mais là où je vous rejoins, c'est qu'il Pogačar a pas de concurrent sur cette Vuelta, mais juste Carapaz, c'est un fou en fait. Et quand les mecs ont envie de gérer un plan, faire un plan en début d'étape, se dire on va distribuer les trucs, les machins, Pavel va aller devant. Et Carapaz, c'est typiquement le mec qui peut te ruiner ta journée en fait. Carapaz vise aussi les mondiaux. Attention. Oui. Il va pas non plus faire n'importe quoi. Ouais, mais donc, c'est pas le mec qui s'économise. Lui, il calcule pas. Ouais. Mais ça reste on va dire, pour Tadej Pogačar, une petite épine dans le pied dans le parfait déroulé économique, on va dire, de cette Vuelta. Mais c'est aussi une sacrée épine dans le pied pour Félix Gall, parce que si il a eu des adversaires qui ont été un peu timorés sur le Giro et qui n'ont pas mis dans les cordes sur ses points faibles, Richard Carapaz, lui, il va pas hésiter. Donc c'est peut-être pour ça que j'exclus Félix Gall au profit de Richard Carapaz sur le podium, au vu des déclarations de l'Équatorien. Moi, Carapaz, je le mets 4. Après c'est avoir lu ces nouvelles déclarations, enfin, celles sur le site de IF. D'ailleurs, ça m'a fait un peu chier parce que j'ai dû refaire toutes mes previews à cause de lui. Donc merci. mais après avoir relu ça, je pense que ouais, j'ai quand même un peu de mal à le voir aussi fort sur la fin du Tour de France et continuer sur la Vuelta. C'est quand même compliqué. L'enchaînement est quand même compliqué. Un Tour de France Vuelta, c'est pas si simple que ça, hein. Après, il a pas beaucoup roulé cette année, un peu comme Pogačar. Il a la jauge fraîcheur. Mais je sais pas. Après, Gall, depuis le Giro, c'est pas non plus. Gall, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, Carapaz, c'est un mec qui a toujours très bien enchaîné aussi les deux grands tours, à savoir le Tour de France et la Vuelta. Mais pas de top 10. Mais pas de top 10 dans la même année. C'est jamais arrivé. Alors, statistiquement, ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais ça n'est jamais arrivé. Après, il y a deux façons de courir aussi totalement différentes. Mais pour le coup aussi, c'est un mec qui encaisse très bien la fatigue et la fatigue cumulée. Et tu le regardes, hein. De toute façon, sur le Tour de France, tu l'as bien vu, hein. C'est potentiellement l'un des mecs les plus frais en 3e semaine et en fin de 3e semaine après un Tour de France. Il a fait 50 fois sur la Vuelta ce coup-là. Il passe à un Pogačar près de faire le triplé dans les Alpes, hein, quand même, s'il vous plaît. Non, donc tu vois, c'est pour ça que j'ai presque aucun doute sur le fait qu'il va bien enchaîner, parce que c'est un mec justement qui encaisse très bien les jours difficiles et qui encaisse très bien les jours de course. Donc à le voir arriver en 3e semaine, surtout avec un enchaînement qui va être difficile en fin de 3e semaine, c'est totalement dans les cordes d'un Richard Carapaz, et justement c'est là où il va être le plus dangereux. Alors après, si on peut revenir très rapidement sur le tracé au global. Moi, la 3e semaine, je la trouve un peu décevante quand même. Tu t'attends sur un grand tour à ce que ça aille crescendo, mais là, les parties difficiles sont vraiment sur les 9 premiers jours. La 3e semaine, à part l'étape reine, la 20e, c'est quand même très très loin d'être exceptionnel, hein. La 19e va être difficile, mais tu vas sans plus. En vrai, c'est un final avec une course de côte. Mais à part la 20e, tu as 2 étapes de sprint, un chrono plat. Alors, c'est chiant pour les grimpeurs, mais on n'est pas sur une surenchère de montagne en 3e semaine, hein. Oui,
Mais cet enchaînement de 19e et de 20e, honnêtement, avec un Richard Carapaz, tu peux être sûr qu'il y aura pas de temps mort sur les deux. Tu vois, t'enlèves Richard Carapaz de l'équation. Ouais. Oui, non, mais t'enlèves Richard Carapaz. Enlevant Richard Carapaz de l'équation et gardons la start list sans Richard Carapaz. Honnêtement, ça va être une attente de la 20e. Avec Richard Carapaz dans le lot, tu peux être sûr et certain qu'il va avoir du temps à rattraper sur l'un des concurrents au podium et qu'il va utiliser la 19e et la 20e. Il n'y aura pas de choix entre les deux. Vraiment, il va prendre les deux. Mais la 20e, en fait, moi, c'est celle qui me fait le plus peur pour Gall, surtout à cause d'un Carapaz. Parce que Carapaz, il va pas attendre la dernière côte pour partir. Et quand tu vois la gueule des descentes et la longueur des descentes, si tu te rappelles un petit peu ce qui est arrivé à Gall sur le final du Tour de Catalogne, il était bien, hein, mais il explose, il se fait sauter la gueule dans la descente et après il dégueule du temps et c'est fini. Ah, mais moi je suis qu'ils auraient dû essayer de lui faire sur le Giro, mais première montée d'Alpuech, et tu le vois attaquer. Gall, première descente, c'est par la tête, hein. Est-ce que moi Carapaz, le truc c'est que j'ai l'impression qu'en fait sur les temps d'ascension, on va dire de type grimpeur entre 20 minutes, alors peut-être sur les ascensions d'une heure, mais il y a pas vraiment d'ascension d'une heure sur cette Vuelta. On en reparlera dans le classement des grimpeurs tout à l'heure, mais il y a pas de col dit hors catégorie. Donc moi pour moi Carapaz, typiquement sur des ascensions de 15, de 20, 25, 30 minutes, on va dire montée sèche, course de côte, pour moi il est dominé par plein de mecs. En revanche, sa force, et c'est assez atypique dans le peloton, sa force, c'est de réussir à enclencher des efforts de 3 heures, 3 heures et demie. Il peut attaquer très très tôt et ne pas se crever, hein. C'est comme ça qu'il va gagner notamment sa dernière étape, la deuxième étape de l'Alpe d'Huez. Donc est-ce que on va dire, allez, il peut faire top 3, mais il peut faire top 3 en attaquant de loin. Mais est-ce que les UAE vont avoir envie de se casser la tête à devoir le museler, à devoir le contrôler pour bien gérer, comme tu disais Enzo tout à l'heure, le petit fractionné et la petite séance d'entraînement de Tadej Pogacar? Franchement, j'ai pas la réponse. Le chrono, maintenant on met le chrono de la 18e étape dans l'équation. Pogacar lui met une mine sur le chrono. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je sais. Non, mais ça, il y a pas de discussion sur le fait que Carapaz sera pas un danger. Il sera pas un danger. 10 minutes, mais il sera pas un danger pour Pogacar au classement général. Simplement, dans la manière dont les UAE vont scénariser le truc, si tu veux, même si Carapaz il est 6, 7, 8 minutes derrière, en vrai, tu peux pas vraiment le laisser partir dès le début d'une étape, en fait. Tu vois, si une étape, par exemple, Poggi a décidé de se reposer, on veut faire croquer Sivakov, tu vois. Decathlon va travailler. Decathlon va travailler pour eux. L'équipe Decathlon, elle est très très costaude, hein. Elle est costaud, oui. Ineos travaillera. Ils sont capables de bosser quand il y a Pogacar au départ. Ils ont bossé sur la fin du Tour de France, ce qui est très bien, je critique pas. Ouais, mais il va générer du stress, en fait, tu vois. Il est chiant. Bien sûr qu'il est chiant. Pour nous, il est bien. Nous, on l'aime bien, Richie. Mais je pense que. Ah, mais il anime les courses. Mais en vrai, il va pas, tu vois. C'est. Ça l'amuse. En vrai, ça l'amuse. Ça le motive. La 7e compagnie au clair de ligne. C'est la fameuse aiguille que les Allemands auraient dans le cul. Voilà. C'est le chef. Richard Carapaz, c'est le chef chaudard, quoi. Non, mais remettons quand même l'église au milieu du visage. Tadej Pogacar, il a aucune peur de Richard Carapaz. Non. C'est juste que Richard Carapaz, dans sa façon de courir, va peut-être le faire sortir, on va dire, du plan. Sa légère zone de confort. Exactement. Sur son plan. Mais honnêtement, ça lui engendra juste légère petite fatigue, sans plus. Oui, voilà. Non, et puis là, on est en train de se projeter de ce que ça engendrerait pour les mondiaux. Pour la Vuelta, ça ne change absolument rien. Non, voilà, ça change les choses pour Félix Gall, pour le coup. Voilà. Par contre, oui, on est d'accord. Et en vrai, même pour Onni, parce que Onni, avec ce qui lui est arrivé au Dauphiné, là, sa grosse chute, on le retrouve suspendu à un arbre dans la descente, je suis pas certain qu'il soit très à l'aise non plus. Oui. Non, mais totalement. Mais de toute façon, dans tous les cas, le fait que Richard Carapaz vise le général et pas le maillot de meilleur grimpeur, je pense que certains au général doivent s'inquiéter parce que Richard Carapaz, par contre, ça avait fait chier, c'est sûr. C'est vraiment le mec le plus dangereux.
possible pour un podium. Les cotations, donc on a donc Poggi favori, après on a du Gall et du Only à peu près à égalité. Almeida, Henrik Mas, Carapaz, Tonton Roglic, Skelmose, Nordhagen, on n'en a pas parlé. Les deux UAE, Thibaut, Vine et surtout Almeida. Bon, Vine, on va mettre un petit peu de côté, le pauvre. Les deux chutes, à la fois sur le Tour de Pologne et à la fois sur le Tour de Burgos. Pour toi, ça les sort du jeu au classement général. Joao principalement. Enfin, parce que je pense que Vine n'était pas forcément un candidat. Est-ce que je les mettais déjà dans le jeu pour le classement général et pour un podium? Donc ça change strictement rien pour moi. Moi, Almeida, s'il gagnait le Tour de Pologne, je le mettais dans le jeu. Ils vont jouer leur rôle pour Tadej Pogačar et honnêtement, on verra advienne que pourra, mais on essayera de chercher un petit plaisir, on va dire, sur cette Vuelta pour redorer un peu une saison bien terne, marquée par soit les ennuis physiques, soit les chutes. Enzo, toi, comment tu la vois, cette équipe UAE? Ouais, Almeida, ça dépend vraiment de comment il va s'en remettre. Le pauvre, c'est vrai qu'il a vécu une saison très très compliquée, alors qu'en 2025, il était au sommet de son art. S'il retrouve ses jambes de 2025, il sera très très haut au classement, mais à mon avis, on n'en est pas là. Pour moi, il sera quand même top 10. Il sera dans le top 10. De là, le voir podium, c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est compliqué d'en faire un vrai favori au podium, selon moi. Roglic, à mon avis, par contre, tu l'oublies. Hein. Je crois que même lui, il s'oublie. Hein. Ouais. Oui, il a dit qu'il avait aucune prétention au classement général. Voilà. Donc, on va dire que bon, il s'est tapé un gadin à l'entraînement, mais quand je pense qu'il a vu que Pogačar allait prendre le départ, dans sa tête, ça dit allez, l'année prochaine. Ouais. Mais d'ailleurs, du coup, quitte à choisir entre Tadej Pogačar, vainqueur du classement général, ou le match-up, tu vois, de Carapaz face à Roglic, je pense que je préfère prendre le match-up de Carapaz face à Roglic. Attends, il y a un match-up de quoi? Il y a un match-up de Carapaz face à Roglic au classement général? Bah oui. T'es pas sérieux? Attends, j'ai pas vu ça. Il a chuté depuis. Je te laisse faire le tour de tes boucs préférés, mais Carapaz est favori de ce match-up. Je crois qu'il était à 1,50 au début, un truc dans le genre. Bon, il a chuté un peu, mais... Ah ouais. Alors attends, termine, clac. Je ne trouve pas les match-up. Alors va falloir quand même les... Chez ton préféré, le 38, en attendant que tu cherches sur les Français, faut pas tiquer. Eh ben, on va aller du côté de Calamusa. Bon, ça a baissé depuis, donc j'ai pas fait l'update, honnêtement. Je crois qu'il a un 30 et quelques, un truc dans le genre. Ouais, un 30, ouais, ça me plaît moyen, quoi. Ça te plaît moyen face à Roglic. Ouais, un 30, ça me plaît moyen, ouais. Genre le papier handicapé, ça te plaît moyen. Ouais, bah oui. Non, mais bon, après, Richie, on n'est jamais à l'abri des impondérables avec lui. Ouais, mais Roglic, à mon avis, le mec, s'il voit qu'il peut pas gagner, pour lui, faire 2 ou 9, il s'en bat les steaks. Déjà, il s'en bat les steaks de faire deuxième. Donc, Voilà, non mais c'est ça, c'est 2 ou 9 pour lui, c'est pareil. Hein. Regarde son Tour de France l'année dernière. C'est 2 ou 50e, c'est la même pour lui. Ouais, il regarde son Tour de France l'année dernière. Le mec, de toute façon, c'est simple, il est là, il est en kiff. Il dit, ok, aujourd'hui j'ai envie de rouler, je roule, j'ai pas envie de rouler, je roule pas. Voilà, c'est tout. Cette année, c'est ça. Pour les autres coureurs du côté de la décathlon, alors donc on arrive avec Gall comme favori, on a quand même des Léo Bisio et Richie Tello qui arrivent dans l'histoire. Pour toi, Enzo, c'est un petit peu en ordre de bataille, même stratégique sur le Giro, où on arrive. Je pense que c'est Olingall. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr parce que Bisio a demandé à ne pas faire le Tour de France parce qu'il savait qu'il serait au service de Sexas et qu'il voulait aussi avoir un peu sa carte sur un grand tour. Et Richie Tello, il fait quand même 5e l'année dernière, meilleur jeune. Moi, j'ai l'impression si vraiment Gall est au-dessus, ils vont se sacrifier, mais je les vois pas faire comme. Malheureusement pour eux, Gall est vraiment au-dessus d'eux. Enfin, c'est comme ça. Gall, il a eu un step-up de fou furieux cette année. Il est carrément devenu puncher grimpeur. Donc, sachant qu'il se barre en fin d'année, moi j'ai l'impression que pour eux, pour construire, ils vont essayer de mettre les 3 dans le top 10. Mais c'est chacun pour soi. Hein. Bisio, au cours de l'interview de Vélo Futé, avait dit quand même que la Vuelta, ça restait un grand objectif. Donc, je pense qu'il aura des cartes. Ah ouais. Bien sûr.
Après, c'est possible qu'ils prennent une échappée. Le problème, c'est qu'il faut prendre la bonne échappée qui va te permettre de gagner beaucoup de temps. Ouais, mais les échappées, c'est bien. Je parle même pas de classement général. Je parle vraiment de jouer sa carte en mode étape. Ok. Mais après, on va dire, sur la Vuelta, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Moi, par exemple, quand j'ai regardé un petit peu la start list, un mec que j'avais pas mis dans mon top 10 au départ et que je mets maintenant plutôt en bas, entre 9 et 10, c'est Tuckwell. Ah, il a pas été sur Burgos, il a pas été bon, tu me diras Burgos c'est Burgos hein, mais Ah mais non mais je parle pas à la pédale hein. Je parle d'échappée. Comment il fait deuxième du Baby Giro l'année dernière? Oui, bien sûr, oui. Comment il fait deuxième du Dauphiné cette année? C'est pas et puis par contre il fait sixième. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est compris. Ah, ça me gave. Non mais c'est vrai que derrière c'est. Et par contre Romandie il fait 6 à la pédale. Oui, ça c'est vrai. Il fait 6 à la pédale. Ouais, t'as raison. Tuckwell en échappée et les mecs s'en foutent. Mais par contre, le mec, s'il prend beaucoup de temps en échappée, à la Traen 2025, pour moi, il peut rester dans le top 10. Alors, il sera plutôt entre 8 et 10, hein. Je dis pas qu'il va faire top 5. Même s'il grimpe bien, on n'est pas sur un grimpeur all-time. C'est pas la question. Mais, c'est un mec qui sent bien les coups, en fait. C'est un mec qui sent très très bien les coups et c'est un vrai dur au mal. C'est pas le meilleur grimpeur, mais c'est un vrai dur au mal. Et s'il est placé, il lâchera rien. Et, honnêtement, le voir dans le top 10, pour pas, ça peut être c'est quoi Enzo? Tuckwell, ça peut être le fameux scénario dont tu parlais en début de podcast. Le mec qui peut aller chercher le maillot rouge sur l'étape d'Andorre. Et ça peut être c'est un peu dur pour lui quand même Andorre. Oui, c'est un peu dur pour lui. Ouais, mais ça peut être il y aura meilleur grimpeur que lui. Il y aura meilleur. Ouais, mais ça peut être le Alliot de l'histoire. Alors regarde sur le Dauphiné, il résistait bien, tu vois. Il a le profil en fait, tu vois, récupérer le maillot sur un truc à la con ou tu vois le Tortenstrain, tu vois. Même s'il le prend pas. Même s'il prend pas le maillot, il va se placer très haut à l'issue d'une échappée, dégueuler du temps au fur et à mesure, mais tamponner. Et honnêtement, moi, je le vois bien entre 8 et 10. Ok. Thibaut, pour le classement général, tu as des derniers noms que tu vas surveiller, que tu vas regarder? Moi, ma curiosité, ça va être Marco Brenner. Marco Brenner, qui est un bon rouleur au final, et qui nous a montré de très belles choses, qui a montré que ses problèmes étaient derrière lui. Ses derniers résultats sont plutôt pas mal. Il a envie de voir ce qu'il peut donner sur un classement général. Donc c'est un mec qui va pas lâcher. C'est pas le mec que je mettrais par exemple dans ce scénario-là à la Tuckwell où il va prendre une échappée, il va avoir le maillot rouge et le défendre un classement général, parce que je pense qu'il va rester plus avec les leaders et se tester de jour en jour, tester ses limites. Donc moi j'ai quand même hâte de voir un Marco Brenner. C'est pas quelque chose que j'irai parier, tu vois, mais c'est un mec vraiment qui va attirer mon attention et sur lequel je vais avoir un œil. Marco Brenner, qui sort vainqueur d'un Tour de Pologne qui était très homogène. Moi, celui qui attise ma curiosité, qui pourra, je vais pas le miser, hein, mais qui pourrait faire top 5 ou podium surprise, Sepp Kuss. Alors personne ne parle de Sepp Kuss, il arrive avec exactement la même préparation que 2023. Enzo. Ouais, mais il a pas la même équipe. Ouais, mais justement. En fait, elle est pas mal quand même, l'équipe de la Visma. Ouais. Alors, j'ai pas dit qu'elle est nulle. Je dis juste qu'il a pas Roglic et Vingegaard. Oui, non, mais ils vont pas être aussi dominateurs. Mais de toute façon, il va pas forcément avoir besoin d'être protégé sur le plat. Il est en dilettante. Justement. Il en a rien à foutre. Et c'est là où il est le meilleur. Et t'as mis le doigt dessus. C'est quand il en a rien à foutre qu'il est le meilleur. Oui, à Andorre, il va sortir. Il va être à la maison, il va sortir. Là, sûr. Oui, pour Andorre, c'est un client. Après, par contre, pour Andorre, c'est un client. Mais du côté des UAE, lui, par contre, on va pas lui laisser 5 minutes d'avance au classement général. Ils s'en foutent. Sepp Kuss, 5 minutes d'avance, je suis pas sûr. Une peut-être, 5, je suis pas sûr. Sepp Kuss, ça fait quand même partie des... ils en ont rien à faire. Mais il a fini à 1 heure de Pogacar. Oui, mais c'est comme si tu nous disais que Tadej Pogacar à l'heure actuelle avait peur de Primoz Roglic. Je pense qu'il rigole. Ah, ils lui laisseront pas 5 minutes. Mais avec tout respect, et puis mais parce qu'il déteste Visma, peut-être, mais pas parce que c'est Kuss. Oui. Et puis surtout, remettons en perspective le parcours. Où est-ce que Sepp Kuss s'est le mieux exprimé dans sa carrière sur le Tour de France actuellement? C'est pas sur les cols qui a présent. C'est pas sur les cols qui a présent sur cette Vuelta. C'est pas des cols à la Sepp Kuss. Alors regarde là où il a. C'est vrai qu'il n'y a pas des cols à gros pourcentage. Sur la dernière étape, par exemple, quand tu sais que Kuss il se sublime sur les pourcentages à 2 chiffres et sur les cols au pourcentage à 2 chiffres, là où il a fait les véritables différences et où il s'est sublimé sur le col de Sarenne,
c'est quand ça passait à 2 chiffres. Quand c'était sous les 2 chiffres, c'est vrai. Il était en dessous des autres. Donc là, honnêtement, c'est pas d'école à la Sepkus. Surtout que Kuss, c'est pas sa version 2023. On est vraiment sur un gars qui a quelques cartouches. Il fait une belle saison quand même. Mais je dis pas que sa saison est mauvaise. L'étape au Giro, c'est propre. Il finit bien sur. Kuss, j'ai l'impression que plus il en fait, mieux il est, quoi, en fait. Tu vois. Mais attends, son étape au Giro est très propre. Il a pas mis un coup de pédale de l'étape. Hein. Le mec, il s'est fait tracter. Oui. On regarde l'étape. Oui, mais enfin, on était sur 5000 de dénivelé. Et tu connais son 2 débiles ultimes, parce que jamais il la gagne cette étape normalement. Ouais, mais bon. Fallait quand même. Mais il est pas mauvais, c'est pas. Oui, non, je te dis pas qu'il est mauvais. On était inquiet pour lui parce que l'année dernière, il passe complètement au travers. Et là, on retrouve quand même un mec qui est largement correct. Non, mais ça faisait 2 ans où c'était. Là, cette année, tu sens qu'il y a des trucs. Mais il y a des trucs. Parce qu'il se relève. Le Tour de France, la fin du Tour de France, c'est comme Piganzoli, hein. La fin du Tour de France, c'est parce que les mecs se relèvent et perdent 25 minutes sur une étape de transition. Ils se réservent justement parce que ça tapait fort, et à un moment, tu as besoin de récupérer parce que le lendemain, pendant 2 jours, tu sais que tu dois y aller. C'est pour ça. Là, s'il veut espérer faire quelque chose, au final, il fera rien. Et de toute façon, je pense sincèrement que c'est même pas son objectif. Le seul qui devrait peut-être essayer de faire quelque chose pour un top 10 dans cette équipe, pour moi, c'est Nordhagen. Je dis pas qu'il va le faire, mais c'est, à mon avis, celui qui veut le tester. Ben Tullet, tu le vois pas? Non, pas sur 3 semaines. Thibaut? Pour moi, c'est Nordhagen. Pour moi, c'est Nordhagen. Après, je pense que si tu mets un co-leader, c'est Ben Tullet, hein, et c'est pas Sepkus. D'accord. Ok, les gars. Bon, bah écoutez, je crois qu'on... Pour moi, Sepkus, il sera là pour chercher son étape à Andorre, parce que c'est chez lui, et en capitaine de route. D'accord. Ok. Ça marche. Bah, écoutez, je crois qu'on s'est fait un bon petit tour pour le parcours et pour le classement général. Moi, il n'y aura pas de bête supplémentaire en plus de celui que je vous avais donné donc sur la première étape de l'Arctic of Norway, sur le combiné que je vous avais donné sur cette Vuelta. J'irai pas, même si Only, voilà, pour moi dans la hiérarchie, il est plutôt 2e, 3e. Pour moi, il y a des petites values à prendre derrière moi. Je pense que Only aussi, bah, il va y avoir un supplément d'âme, à mon avis, avec le fait que Joshua Tarling soit dans l'histoire. Colin Bourjak avait donc, comme tu le disais Thibaut tout à l'heure, dit qu'à l'entraînement il explose un petit peu tous ses records de watts, mais voilà, le top 3, 2-5, 2-6, je trouve ça un petit peu léger. J'aurais bien aimé voir un petit peu du 3, donc il y aura pas de PLT de ma part sur ce classement général en dehors du PLT que je vous avais donné la dernière fois. Et merci à la Tib et merci à Phoenix pour ce 524e épisode du Coup Tordu. Alors surtout, vous ne quittez pas, vous retrouvez bien évidemment toutes les previews d'Enzo sur son site The Big Gear, les previews de Thibaut sur Vélo Futé. Thibaut a retrouvé également sur son compte X, son compte Twitter Thibaut Champ. Je vous rappelle également qu'il y a des affiliations qui sont disponibles, PMU, Genibet et FeelingBet. Si vous avez prévu de vous inscrire sur l'un de ces 3 bookmakers, passez par nos liens d'affiliation. Ça permettra de récompenser le Coup Tordu et puis ça vous coûtera pas 1 centime de plus. Vous aurez vos offres de parrainage. Ça sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Je vous laisse les liens d'affiliation dans le lien de l'épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Et surtout, vous restez bien à l'écoute puisqu'il y a un nouvel épisode qui s'enchaîne. On va parler des électrons libres chers aux joueurs de Side Limit.